l'époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour et bienvenue dans le podcast Floraison, un podcast qui soutient l'émergence d'une culture de résistance, écologiste, libertaire et féministe. Je suis Maëlle, stagiaire Floraison, et je vais animer cette discussion. En février dernier, une première discussion avait eu lieu avec Vincent de la chaîne Partager c'est sympa, intitulée « À quoi servent les marches pour le climat ?» Cet échange a stimulé la création du podcast Floraison, l'envie de continuer. Face au changement climatique et social, face à la destruction du monde en cours, face aux crises structurelles du capitalisme, un mouvement de résistance émerge. Un mouvement est constitué d'individus, de groupes locaux et d'organisations qui partagent un objectif commun. Quand je parle du mouvement de résistance écologiste, il ne se résume pas aux organisations du mouvement climat, il est bien plus large. Pour se consolider et réussir, un mouvement doit entre autres créer des espaces de liberté et de critique, d'expression et de communication autonome. J'accueille aujourd'hui 3 personnes qui sont engagées dans ce mouvement de résistance et acceptent de venir partager leurs réflexions ici avec nous. Juliette, Djemil et Julien, bonjour à vous. On a toutes et tous des choses à dire, on essaye de le faire avec tact, il peut y avoir certaines frustrations. On va essayer de ne pas pointer du doigt les personnes ou groupes en particulier, mais plutôt des comportements qui posent problème. Mais peut-être pour commencer, on va vous présenter brièvement et vous poser à toutes et tous la même question. Juliette, tu écris pour le blog La Meuf avec les mots, tu es déjà venue discuter de lutte féministe et de gilets jaunes à Floraison, tu as fait partie de l'équipe Partager c'est sympa et tu interviens dans la chaîne Écolo Légitaire. Pour toi, quel est le problème principal de notre société ? Bonjour Floraison. C'est super dur comme question. Le problème principal, je dirais que là où j'en suis dans ma réflexion à moi, le truc qui cristallise tout, le point le plus haut que j'ai réussi à remonter, c'est le problème de la domination en général. Et du coup, ça se décline en plein de formes différentes. Et j'ai l'impression que si on abolit la domination et toutes les formes de domination en général, on aura réduit une vraiment grosse partie des problèmes de cette société aujourd'hui. Ok. Djemil, tu animes toi la chaîne Djemil Chose à te dire, dans lequel tu te mets en scène et décortiques l'actualité politique. Tu fais partie du mouvement des Gilets jaunes, et que tu documentes d'ailleurs, et tu fais toi aussi partie de l'équipe du JTR. Pareil, la même question, pour toi, quel est le problème principal avec notre société ? Comme Juliette, je dirais déjà bonjour, mon cher Floraison. Ma chère, mon cher, ma foi, c'est vrai, alors je recommence. Bonjour, chère Floraison. Comme Juliette, je dirais que c'est un peu même très compliqué comme question parce que ça englobe beaucoup de choses. La société dans laquelle je vis, elle est, pour moi, trop divisée, énormément, pour le profit, les profits d'une seule et même classe politique ou sociale qui domine, pour reprendre le mot de Juliette. Effectivement, c'est un problème central. Après, c'est très difficile de répondre à cette question. Alors là, j'essaye un petit peu, mais je crois pas pouvoir répondre comme ça rapidement en fait. Il y a effectivement des problèmes qui sont, je pense, qui prennent leur source dans peut-être une source ou deux. Un système économique prédateur, ce genre de choses qui, là pour le coup, c'est vraiment pour moi est le problème. Le premier, c'est celui-ci. Et que découlent pas mal de choses, les rapports de prédation. Julien, toi ta chaîne s'appelle Demos Kratos et comme son nom l'indique, tu partages avec ton équipe des réflexions autour de la démocratie, du pouvoir et de la résistance. On t'a toi aussi vu dans le JTR et tu as récemment réalisé une vidéo qui pose la question de la non-violence. Peut-on être radical et populaire ? Idem, même question. Pour toi, quel est le problème principal de notre société ? Alors je reprendrai le vieil adage qui dit « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Et en fait, moi je pense que c'est
n'y a pas un problème. Le problème, on va dire, ce serait que les solutions sont mal définies. Elles sont définies par quelques personnes qui n'ont pas été choisies pour leurs compétences, qui n'ont pas été choisies du tout d'ailleurs. Et donc, je vais être fidèle au nom de la chaîne Demos Kratos. Je pense qu'il faut réussir à définir ces solutions d'une manière démocratique, en abolissant les rapports de domination, en abolissant la prédation de certains sur d'autres, et c'est en définissant mieux ces solutions qu'on réglera tous les problèmes qu'il y a. Donc je pars pas tellement d'un problème spécifique qui serait le capitalisme, le sexisme, le spécisme, des choses comme ça. Je pars plus du principe qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions à ces problèmes parce qu'on n'a pas notre mot à dire en fait. D'accord. C'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même un fil conducteur entre vous trois qui est quand même ce principe de on est dominé et la domination c'est quelque chose à combattre. On peut parler de la domination de l'espèce humaine sur la nature, de l'homme sur la femme, des blancs sur les racisés. Il y a plein de dominations qu'on subit un peu tous plus ou moins. Il semble qu'il y ait un ennemi assez fort et qui un peu transparaît dans toutes les luttes, c'est quand même la domination du capital sur l'ensemble des existences humaines et non humaines. Mais face à ça, il y a un mouvement de résistance qui s'organise de plus en plus et on a des objectifs à long terme, la résolution de ces problèmes, du coup, si on prend la pluralité des problèmes, et donc dans le démantèlement d'un système qui est à abattre en fait. Alors là, moi, ce qui me passe par la tête, c'est que on pourrait voir un problème qui serait double, un problème qui serait structurel, donc l'accumulation des moyens de production, la question du capital et de comment certains arrivent à dominer techniquement d'autres personnes, économiquement. Ça, c'est un problème où on pourrait apporter une partie de solution. Et la seconde partie du problème, ce serait une culture, une hégémonie culturelle qui fait qu'il y a des dominations qui ne sont plus techniques, structurelles, qu'on ne pourrait pas détruire en faisant une action directe, par exemple, mais qui seraient plus de l'ordre du psychique, de la culture, et qui là demanderait une bataille culturelle. Et donc on a deux parties du problème, une qui peut être attaquée plus frontalement et une qui est plus invisible et plus difficile à identifier et donc à combattre. Oui, c'est pour ça que quand on, en tout cas à Floraison, quand on parle de mouvement de résistance, c'est un mouvement qui s'attaque à la fois aux infrastructures et aux valeurs qui portent le système aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement en effet de détruire les infrastructures qui sont en place aujourd'hui, mais aussi de détruire les valeurs qui sont portées par ces infrastructures-là et qui permettent le développement de notre civilisation, notamment industrielle. Et face à ça, quel est notre objectif derrière ? Parce qu'on a un problème, on a un objectif. Et par quels moyens on pourrait aller atteindre ces objectifs-là ? Justement, peut-être qu'on peut commencer par ça, sur des stratégies qui, pour certains, s'opposent, alors qu'elles fonctionnent finalement de pair. Julien, dans ta dernière vidéo sur la non-violence et sur peut-on être populaire et radical, tu dis, donc je cite... Ce n'est pas tant qu'ils, donc les groupes non-violents, n'ont pas réussi à déranger ce sommet, ils ne l'ont pas voulu. Donc c'est une phrase qui résonne énormément avec la critique que l'on peut faire justement des organisations aujourd'hui citoyennistes. Donc pour bien que tout le monde comprenne un peu ce qu'on entend par citoyennisme, etc., on va peut-être commencer par une courte définition. Un citoyen ou une citoyenne, c'est une personne jouissant dans l'État dont il appartient des droits civils et politiques, et notamment du droit de vote. Face à ça, du coup, se développe un mouvement qui peut être considéré comme un mouvement citoyenniste, c'est-à-dire que donc c'est une idéologie libérale mettant le citoyen au cœur du renforcement de l'État comme un moyen de lutter contre le capitalisme. En somme, ce serait un peu une manière d'humaniser le capitalisme par des actions citoyennes, et en fait, ça renforcerait l'État dans le sens où le citoyen deviendrait un peu la base du pouvoir, de tout ça. Nous, on est foncièrement contre. Ça, je dis on, mais voilà, en tout cas, on réfléchit, on réfléchit beaucoup au dépassement du citoyennisme, parce que dans le citoyen, déjà, ça inclut pas toute la population. Et en fait, citoyen, ça veut dire que ça met tout le monde à égalité. Et en fait, non, il y a des personnes qui subissent beaucoup plus de domination que d'autres. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait des différences ? Comment est-ce qu'on peut lutter à l'intérieur d'un même mot qui est citoyen, quand on a la chance d'être citoyen ? Donc ça, c'est un peu une première critique qu'on fait à ce mouvement-là.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, que l'État, il cherche les gouvernements, les États, ils cherchent à juguler les actions et les réactions des citoyens à travers une panoplie d'actions que eux ils ont définies et qu'ils ont bornées. Donc ça va être en énorme majorité inefficace ou en tout cas inoffensif. C'est fait pour ça, c'est fait pour pas être remis en question et pour permettre de pérenniser ce qui existe. Après, moi je trouve que les institutions existent, c'est un fait. Je trouve pas ça complètement con de faire avec et d'essayer de les faire changer. Moi j'y crois pas, mais je vais pas essayer de dire à des gens qui sont en train d'essayer de le faire et qui y croient de pas le faire. Par contre, ça a énormément d'angles morts. Et il y a des tas de choses dont ça s'occupe pas, il y a des tas de gens qui en sont exclus. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut évidemment parler de complémentarité des tactiques et ajouter à cette façon de faire qui s'occupe d'une très 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 petite partie des problèmes, tout un tas de tactiques qui, elles, vont permettre de mailler l'éventail des tâches à effectuer, quoi. C'est intéressant, ce que tu dis, ça m'amène une pensée. Quand on disait quel est le problème principal, on ne sera pas tous d'accord sur ça, la question c'est est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est le capitalisme ? Est-ce que c'est les effets néfastes du libéralisme ? Et en fait, là on est entre gens qui pensons un peu tous quand même que c'est l'État le problème et que les solutions ne viendront pas de l'État, que l'État est une machine. Il a pas l'air. Non, c'est pas d'accord. Non, on pourra avoir ce débat-là, mais en tout cas, je pense que l'État n'est pas un objet neutre et que même si on avait la plus grande volonté du monde et qu'on intégrait cet État, on n'arriverait pas forcément à le changer parce que l'État est un objet qui a un objectif à la base qui est de préserver certains intérêts, d'organiser des gens, enfin... Donc, si on accepte d'être dans cette démarche citoyenniste, c'est-à-dire qu'on accepte de jouer avec les règles de l'État, ça veut dire qu'on légitime l'État, et donc, via la stratégie citoyenniste, on ne peut pas remettre en cause l'État. Or, si, on revient au début du débat, si le problème c'est l'État, c'est sûr que le citoyennisme ne peut pas régler ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que le problème, c'est bien qu'on le définisse au début, mais on va le redéfinir tout le temps. En fonction de quelle vision on a du problème, on va changer de stratégie. Et si certains décident que la stratégie citoyenniste est plus adéquate, c'est peut-être qu'ils ne voient pas dans l'État un problème. Oui, de l'État et des institutions qui sont aussi fortement liées à l'État. Enfin, on ne parle pas juste du gouvernement et du président, on parle aussi de tous les lobbies, de tous les ONG, de toutes ces personnes qui contribuent à la domination et à la perpétuation d'un système. Moi, je voudrais revenir sur ce que Juliette a dit, que je trouve super intéressant. Pour nous, il y a cinq piliers un peu de la résistance. Donc, il y a lutter définitivement pour la justice sociale et environnementale, écologiste. Défendre le territoire, les droits des personnes, tout ça. Organiser des espaces un peu libérés pour pouvoir résister par la suite. Créer des pratiques alternatives, créer d'autres mondes en dehors du système économique capitaliste. Et aussi attaquer les infrastructures et les valeurs dont on parlait au début. Mais en tout cas, il y a la nécessité aujourd'hui de faire des ponts entre les stratégies, entre les mouvements de résistance. Et peut-être que du coup, on pourrait aussi parler là, à ce moment-là du podcast, de ce qu'est la radicalité. Qu'est-ce qu'on entend par la radicalité ? Tout le monde aujourd'hui parle de ça, que ce soit les mouvements écolos, gilets jaunes, anarchistes, etc. C'est un terme qui est très en vogue et je propose une petite définition. Les radicaux, la résistance des radicaux et radicales s'oppose au système d'oppression comme le capitalisme, l'État, le patriarcat, le racisme, etc. Ils et elles veulent démanteler le système et leurs institutions, car ils les considèrent comme injustes et oppressifs. Les libéraux et citoyennistes de l'écologie aujourd'hui mainstream veulent, eux, au contraire, jouer le rôle du bon citoyen, de la bonne citoyenne, et de servir les institutions pour une transformation sociale. Ces personnes ne considèrent pas les institutions comme mauvaises, elles ne voient pas ou ne veulent pas voir que des institutions comme le marché, l'État, le système judiciaire reproduisent à grande échelle des oppressions de classe, de genre, de race. Ils et elles se placent donc souvent comme des intermédiaires qui seraient
eux, capables de gérer les institutions de façon plus éthique, prendre des décisions plus justes, mieux gérer un existant qui n'est pas foncièrement mauvais. Les radicaux ne veulent pas évoluer au sein d'un système d'oppression avec le plus d'intégrité, mais veulent démanteler le système en question. Les libéraux citoyennistes n'ont pas pour objectif de dépasser le capitalisme, les radicaux, oui. Donc, face à l'écocide en cours, qu'est-ce que le mouvement écolo fait aujourd'hui ? Comment il agit ? Par quelle stratégie ? Est-ce qu'il est vraiment radical ou est-ce qu'au contraire, il fait le jeu des institutions ? Vous, dans votre propre engagement, Juliette, Jémile et Julien, comment est-ce que vous avez eu ce cheminement vers une critique du mouvement écolo et notamment le mouvement climat ? À mon avis, le mouvement écolo mainstream se pense radical. Mais son objectif n'est pas le démantèlement du capitalisme. Ils veulent arrêter la destruction du vivant, mais pour eux, une condition nécessaire n'est pas le démantèlement du capitalisme. Et il faut vraiment la part des choses. Et pour avoir fait des réunions avec certains d'entre eux, quand on a commencé à poser la question des objectifs, genre... on avait fait une réunion où, ok, on réfléchit aux stratégies, aux actions, qu'est-ce qu'on peut faire. On a été plusieurs à dire, ok, mais on a besoin de se mettre d'accord sur les objectifs, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. La question a été totalement évacuée. En fait, c'est pas l'objet, c'est pas ça la question, on veut pas parler des objectifs. Et nous, on était là, mais ok, est-ce qu'on essaye de faire tomber l'État ? Est-ce qu'on essaye juste d'apparaître dans les médias ? Enfin, tout, ça change tout. C'est pas une question, c'était pas voulu d'en discuter à ce moment-là. Donc, je sais pas comment ils font pour... l'évacuer, ou est-ce qu'ils sont d'accord entre eux, ils ont pas voulu nous en parler, j'en sais rien, n'empêche que la question a été méga évacuée. Et un truc qu'il faut savoir aussi sur le mouvement climat actuel, c'est que une partie qui se pense radicale s'est construite en opposition au mouvement altermondialiste qui existait depuis les années 70, et ils voulaient à tout prix éviter les discussions infinies et les débats qui n'amènent à aucune action concrète. Donc ils se sont pensés en opposition, ils ont voulu poser des actions, genre faire des marches, exister sur la place publique, faire, plutôt que juste discuter et exister, ce qui n'avait aussi aucune conséquence. Du coup, eux, ils ont vraiment l'impression de faire quelque chose, ils ont l'impression de faire quelque chose qui change de ce qui était fait d'habitude, et quand on leur dit, bah désolé, vous êtes pas radicaux, parce que concrètement, qu'est-ce que vous empêchez de détruire, selon les piliers que t'as énoncés, qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'ils créent, qu'est-ce qu'ils attaquent, qu'est-ce qu'ils parce que moi, c'est le truc qui me rend malade, et tu demandais c'était quoi notre cheminement, bah moi, c'est ça des premiers trucs qui m'a heurté, c'est ils ne doutent pas. Genre, moi je suis sciée qu'ils considèrent que leur stratégie, dans tous les cas, toutes les situations, tous les contextes, malgré les évolutions, parce qu'on a eu le avant-après, l'état d'urgence, avant-après la COP20, enfin genre, leur stratégie ne change pas, jamais, genre, comment c'est possible ? En fait, ce que tu disais, Juliette, c'était très intéressant, qu'ils se sont construits en opposition au mouvement altermondialiste. Ils en avaient marre de parler, ils avaient envie de faire. Et je pense que ça part quand même d'un sentiment d'impuissance où tu te dis, oui, on parle, l'État c'est le problème, le capitalisme c'est le problème, mais c'est des choses tellement grandes qu'au final on se réfugie dans des stratégies d'action qui sont vachement, genre par exemple, on va voler un portrait de Macron, on va faire une manif. Tu vois, ils ont l'impression de faire des choses, et quand je dis ils, je vais m'inclure dedans. Tu te sens impuissant, donc tu te dis, pour avoir des vraies victoires, pour changer le système, ce serait beaucoup plus facile que de le détruire. Le détruire, c'est pratiquement impossible, c'est que les altermondialistes, les anards, les mecs qui réfléchissent chez eux mais qui font rien. Je me mets un peu à leur place quand je dis ça. Alors que eux, ils font des vraies actions. Tu vois, vu qu'ils vont chercher les portraits de Macron, qui sont super médiatisés, c'est ultra récent ça. Voilà, mais je veux dire, vu qu'ils agissent, depuis la création de l'ANV, vu qu'ils agissent, c'est tout. Et ben, ils se sentent plus légitimes à parler stratégie. Tu agis pour exister, mais pas pour changer quelque chose. Tu agis pour un peu combler ce sentiment d'impuissance. Et quand on te dit mais ça sert à rien ce que tu fais, il y a une part qui le sait bien, mais tu veux pas l'admettre parce que sinon tu déprimes, quoi. Et puis ce que je trouve qui pose problème aussi, c'est qu'il y a une espèce d'homogénéité dans les la plus grande partie des associations, des ONG, des collectifs écolos. Ils ont tous un peu le même genre de stratégie, quoi. Ils veulent massifier, ils sont pour le citoyennisme, le lobbyisme. Ils couvrent un peu tous la même partie de la lutte, et il y a des énormes trous qui sont couverts par peu de gens, et par des gens avec peu de moyens, et par des gens qui sont peu soutenus. Du coup, à mon sens, c'est ça le problème, c'est que ces associations-là, elles reconnaissent pas ce qu'elles font pas, et elles laissent pas exister ce qu'il faudrait qu'il existe, genre des groupes plus radicaux, etc., et qu'elles ne leur apportent pas du soutien, même si c'est juste l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer et faire les choses comme ils le pensent, quoi.
Un autre truc que j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est quand tu dis, voilà, ils sont persuadés du bien fondé de leur lutte et qu'ils pensent véritablement construire quelque chose qui aille dans le mouvement de la résistance. Nous, clairement, on n'est pas là pour mettre des bons points et des mauvais points, enfin, clairement pas. Par contre, quand on regarde les générations futures, c'est à quoi tu auras participé ? Est-ce que tu auras participé à la préservation d'un système capitaliste mortifère ou pas ? Est-ce que tu auras collaboré avec le système ou pas ? Comment est-ce que tu es responsable de ça ou pas ? Et moi, ce que je reproche aujourd'hui au mouvement climat notamment, c'est de pas comprendre que on a un ennemi commun et que les radicaux en tout cas participent à abattre cet ennemi. La stratégie de ces associations citoyennistes libérales, elle se base beaucoup sur la question de la massification, plus que sur la question de la radicalisation. Et en fait, c'est un gros problème quand nous, on va parler de diversité de tactiques, diversité d'associations, etc. Mais ça s'oppose à la massification. Parce que pour massifier, en fait, il faut être le meilleur. Il faut qu'il n'y ait aucune autre organisation qui existe. Il faut que tous les militants viennent chez soi. La preuve, c'est qu'au camp climat, ANV, Alternativa, etc., disaient pas « il faut qu'on rejoigne les Gilets jaunes parce que c'est eux qui lancent le mouvement et nous, on est tout petits ». Ils disaient « il faut qu'on ramène les Gilets jaunes chez nous ». Parce que l'objectif de massifier, c'est massifier dans notre structure pour que notre structure ait plus d'argent, plus de militants, fasse plus pression politique. Donc, ils n'ont pas intérêt à cette diversité de tactiques ou à admettre que leur tactique n'est pas totale et qu'il faudrait d'autres associations. Non, c'est eux la solution. Il faut aller chez eux. Et donc, je pense que massifier est un problème en soi quand ça devient un objectif. Et on le voit par exemple avec Greenpeace, avec d'autres associations, dès qu'il s'agit de massifier, il s'agit de baisser le niveau de radicalité. Parce qu'on ne peut pas massifier si on commence à dire le problème c'est l'État, il y a des systèmes de domination, tous les mâles fermez vos gueules, faut écouter les femmes, tous les mecs qui mangent de la viande, taisez-vous, vous n'êtes pas antispéciste. Bref, si tu commences à être vraiment dans le plus radical, tu n'attires plus grand monde. Et donc si eux ils veulent massifier, s'ils veulent être populaires, ils ne seront pas radicaux. Et c'est principalement parce que leur stratégie se base sur la pression politique. Et pour faire de la pression politique, ils ont besoin d'être nombreux et d'avoir de l'argent. Et je pense que ça les arrange aussi. C'est-à-dire que leur stratégie, elle n'est pas neutre. Elle est là aussi parce qu'il faut payer des salariés, parce qu'ils suivent un modèle qu'ils ont toujours connu. On a toujours connu le modèle de Greenpeace où ça fait 40 ans qu'ils existent, ils ont des salariés dans le monde entier. Et nous, en tant que militants, quand on relance une structure, on s'inspire un peu de ça inconsciemment. On se dit, il nous faut aussi des salariés, il faut aussi qu'on soit à temps plein sur notre moment militant. Quand je dis nous, je dis pas forcément nous tous autour de notre table, mais nous, en grande majorité dans... Ouais, faut beaucoup de stagiaires. Ouais. Mais donc c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'il faut massifier ? Et est-ce qu'il faut massifier dans une seule structure ou massifier dans plein de structures différentes ? J'ai l'impression que c'est un peu la question qu'on se posait quand on disait que les gilets jaunes et gilets verts devaient se réunir. Tu vois, les gilets verts, ils ont repris le truc des gilets jaunes pour essayer d'attirer des gilets jaunes. Enfin, il y a une guerre d'influence et une guerre économique entre les associations. C'est la guerre de celui qui attirera le plus de militants, aura le plus de fonds, aura le plus de pression politique, existera. Et s'il ne massifie pas, il n'existera pas. Je suis vraiment d'accord avec toi et ça rejoint l'objectif en fait. C'est quoi l'objectif d'un mouvement de résistance aujourd'hui ? C'est de faire de l'argent, c'est de construire des égos surdimensionnés ou c'est véritablement de s'allier avec les forces qui vont vers le même objectif ? Je voulais parler de convergence et j'ai longtemps demandé la convergence et j'en suis arrivé à me dire qu'elle n'est pas possible et qu'elle n'est peut-être même pas désirable. C'est-à-dire que converger, c'est donc assimiler des personnes ou des mouvements qui sont intrinsèquement différents, les codes culturels, les milieux sociaux, etc. Pourquoi ? Tu vois, tu l'as très bien dit. Pourquoi faire ? Mis à part faire une masse, pourquoi faire ? Pour aller faire une grande marche où on sera encore plus nombreux, toujours plus nombreux. En fréquentant vraiment les gilets jaunes, mais aussi avant les nuits debout et puis les mouvements climat, enfin tous ces trucs-là, tu vois que non, en fait, on est vraiment différents, déjà les uns avec les uns les autres, mais ensuite entre nos groupes.
Et pour prendre un exemple très très simple, les femmes et les hommes, bien sûr, défendre le droit féminin quand je suis un homme, bah, pourquoi pas ? Sauf qu'il n'y a pas mieux qu'une femme qui va comprendre ses intérêts intrinsèques en tant que femme. Et ben, je pense que c'est pareil en fait avec un mouvement comme le mouvement climat. Tout à l'heure, tu parlais de mépris de classe, tu vois. J'utilisais le même terme aussi quand on était sur le JTR. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un jugement de valeur. Je veux dire, ah t'es méprisant toi, machin. Non, c'est en nous en fait, parce que moi aussi je peux être méprisant sans le vouloir. Avec d'autres classes, j'en sais rien en fait, c'est possible, je pense. Et c'est conditionné, je crois, par les codes culturels de certains cercles sociaux. Sur le camp climat, le dernier là, une énorme majorité était blanche, du même âge. Ce que moi, peut-être à tort, j'appellerais une classe de code bourgeoise, enfin je sais pas trop, enfin moi je suis méga prolo, enfin j'ai pas fait d'études supérieures, enfin je parle de là, je préfère le dire parce que j'aime bien qu'on sache d'où je parle, mais j'ai vraiment ce truc là, et quand ce mouvement climat qui effectivement ne dit pas mais me fait comprendre qu'il est l'écologie, et en faisant comprendre aux gens qu'il est l'écologie, pose la question comment on fait pour attirer, pas pour attirer, mais pour convaincre et pour faire venir les classes populaires, sans définir ce que ça veut dire. Bah ça me pose problème parce que moi je fais partie de ces classes populaires, enfin je crois, et puis voilà, et je me sens pas du tout face à une personne ou un mouvement qui a des cadres, parce que c'est pas vraiment le mouvement qui parle, hein, c'est plutôt ces cadres, qui est bienveillant. Au contraire, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un, un sachant, et qui me dit, voilà, l'écologie c'est ça, la méthode c'est ça, et on est capable justement d'empêcher, parce qu'on a vu hein, dans le contre G7 des gens faire la police, empêcher se mettre en rang devant des banques pour éviter que les gens éventuellement cassent des banques. Enfin, j'ai vu des choses là, moi ça m'a semblé complètement fou qu'un mouvement qui se dit anticapitaliste protège le capital. Enfin, moi j'ai vu ça comme ça, je sais pas comment le dire la chose. Ah oui, nous aussi on a trouvé ça fou. Voilà. Donc du coup, sans vouloir faire le porte-voix de ma classe sociale, mais je suis plus légitime que quelqu'un qui ne l'est pas, et l'inverse aussi, d'où l'intérêt de ne pas converger mais de faire des ponts. Tu vois ? C'est vraiment la solidarité entre les mouvements et entre les causes. Parce que en effet, je pense que le mouvement par exemple, si on prend le féministe, parce que c'est un peu ça me concerne, moi je demande pas à ce qu'un homme parle à ma place. Par contre, je veux qu'un homme soit solidaire de ma lutte, très concrètement. Et pour moi, le mouvement climat notamment devait être solidaire du mouvement des Gilets jaunes et le rallier à des moments, et l'inverse aussi. L'inverse a vraiment tenté d'être fait. Ça a été très compliqué. Je parle vraiment à Lyon, de rallier les deux. On l'a plus ou moins réussi sur la fin de l'année. Mais voilà, le truc, c'est d'être solidaire chacun sur les luttes contre la domination, très concrètement. Ça revient un petit peu en arrière, mais sur si la convergence. Pourquoi est-ce qu'ils cassent les couilles avec la convergence ? Donc il y a, je pense, cette peur de la division contre laquelle on oppose l'unité à tout prix, y compris si ça demande de faire taire des gens. C'est à ce prix-là. Et ça répond aussi à l'objectif de massification. Si on converge, on va être beaucoup. Et un des objectifs de la massification qui n'a pas été dit là, c'est de faire changer les alternatives d'échelle. C'est un truc qui a été beaucoup dit par plusieurs associations quand elles sont nées. C'est il faut qu'on soit beaucoup pour faire changer le système. Et pour faire changer le système, on va juste faire changer d'échelle les alternatives. Et je ne sais pas si vous avez vu, WWF commence à faire ça là. J'ai vu sur Instagram, ils ont une campagne sponsorisée où ils veulent regrouper des gens pour qu'ils passent ensemble à une énergie soi-disant renouvelable, pour installer des panneaux solaires sur leur toit, etc. Que s'ils se mettent à beaucoup pour acheter, pour faire des demandes j'en sais rien, de prix d'énergie, ils seront en force, en bref. Mais du coup, ça, c'est une croyance qui a ses limites, qu'il faut démonter ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, la croyance que si on est beaucoup à utiliser un système alternatif, il va démoder l'ancien, c'est un truc qu'on avait beaucoup entendu, que moi j'avais beaucoup entendu, rendons obsolète l'ancien système et du coup un nouveau adviendra, et c'est totalement négliger la capacité de récupération du système et la lenteur des changements alors qu'on est face à une méga urgence. Et dernière remarque, après je lâche le micro, je trouvais ça super intéressant, la notion de guerre économique entre les associations.
et puis de voir la massification comme une pratique concurrentielle entre les assos et les ONG. Et effectivement, j'avoue que j'ai cette impression-là, que les assos et les ONG sont mises en concurrence les unes avec les autres, et c'est le pied total pour l'État, parce que du coup, on se bat entre nous pour avoir de la visibilité, avoir des moyens, avoir des ressources, et finalement, on se bat comme s'il y avait... il fallait choisir entre les causes et entre les luttes, alors qu'on a besoin de toutes, et du coup, on se bat pour être en haut de la hiérarchie des luttes et des causes sociales, plutôt que de se penser en complémentarité et de lutter tous les moyens. Genre, ça, on se retrouve, du coup, c'est ce que tu disais Mel, et dont on parlait, à devoir défendre le fait que, bah oui, il faut que le mouvement climat soit aussi féministe, et on nous répond, bah non, mais ça, on verra après, quand on aura le temps, genre, enfin... Voilà, on se retrouve à hiérarchiser les causes, quoi. C'est complètement aberrant, hiérarchiser les injustices, genre lequel a le plus mal, et on va d'abord commencer par celui-là. Et moi, j'aimerais aussi dire que, par exemple, dans la lutte anarchiste aussi, la lutte féministe, elle n'est pas forcément prise en compte, et que c'est un problème aussi. Donc en fait, on a tous et toutes à vraiment s'apprendre et à être solidaires les uns des autres de chacune des dominations qu'on subit. Donc ça, c'était un premier point, c'est-à-dire que en fait, tous les mouvements sont pas parfaits et qu'on a tous et toutes à mettre un peu d'eau dans son vin. Et après, moi, j'aimerais bien revenir sur, Julien, ce que tu as dit sur faire des groupes autonomes avec des actions qui concernent les groupes autonomes et chacun à son échelle, à sa manière, avec sa tactique, son objectif, etc. Mais en fait, c'est un peu ce que disent les leaders des organisations citoyennistes libérales. Je cite... Nous touchons aujourd'hui un public plus large qu'on doit accueillir. Il est important que chacun puisse trouver sa place avec différents niveaux d'engagement. Deuxième citation. Il ne faut pas voir cela de façon pyramidale, mais plutôt par cercles connectés les uns aux autres. Je ne veux pas perdre mon temps ni mon énergie à convaincre un collectif qui a envie de faire des actions violentes. Il ne faut pas chercher à uniformiser la lutte. Mieux vaut mener la bataille de différentes façons et avancer au lieu de perdre autour du temps à savoir qui a raison. Donc, en soi, c'est des mots que les leaders les directeurs ou les grands prêches, ou je ne sais plus comment les nommer, les cadres sup, ont dit. Exactement, et c'est bien là le problème, c'est qu'il y a un fossé énorme entre la radicalité des propos portés et leur traduction dans les actes. Et parce que quand j'entends certains cadres, sans les nommer encore une fois, s'exprimer, ils se reconnaîtront, j'épouse beaucoup de choses. Mais quand ces derniers donnent des ordres, parce que c'est avec leur team leader et tout ça, de faire le contraire. Ils brident totalement l'action des militants. Oui, pourquoi ils font ça ? Pourquoi du coup ils tiennent ce propos très, très radical et dans les faits ils vont pas au bout. Ou alors, tu vois, il y a vraiment ce truc, on le voit, c'est un constat. On entend ces discours radicaux et on voit très bien que là, encore une fois, contre G7, des choses qui ont été annulées, machin, des banques qui ont été protégées. Enfin, on voit que ça va pas au bout. C'est qu'ils ne veulent pas aller au bout. Donc, ils veulent aller où ? Eh bien justement, un truc qu'on a remarqué au camp climat, c'est que tu as un fossé immense entre les organisateurs et les militants, que les militants vont être beaucoup plus ouverts sur ces questions, vont être beaucoup plus d'accord avec l'idée de cellules autonomes, de diversité des tactiques. Vraiment, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et à côté, tu as les organisateurs qui, eux, ont cette dualité entre le discours et les actions. Et j'ai l'impression qu'un des problèmes, c'est la verticalité de ces organisations et les organisateurs qui ne peuvent pas appeler à trop de radicalité, qui sont obligés de restreindre un peu le mouvement parce que ils sont bien connus des services de police, donc ils copinent avec eux petit à petit. Ils savent que s'ils veulent s'ils veulent être sur la durée cadre, ils peuvent pas non plus laisser des trucs genre s'il y a des manifestants qui pètent une banque, ça va retourner contre eux et ils peuvent se faire virer de leur boulot de cadre chez ANV. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait le problème vient pas tellement de l'idéologie, genre je suis non violent dogmatique, parce que les militants l'ont pas, mais par contre c'est les organisateurs qui ont un intérêt profond à rester dans les cadres de l'État, parce qu'ils sont dans le système plus ou moins, parce qu'ils sont salariés, qu'ils ont quelque chose à préserver, en fait. Les croyances. Voilà, en fait, remettez en question vos organisateurs, vos croyances, agissez par vous-même. Et il y a plein de militants qui, je le vois suite à notre dernière vidéo sur Demos Kratos,
ont été contents qu'on porte une parole critique parce qu'ils ont dit « Ah, on voit qu'on n'est plus seul » et ils ont libéré un peu leur parole. Et j'ai l'impression que les militants ont besoin de ça, ont besoin de croire ou de voir que d'autres sont avec eux pour pouvoir agir. Parce que quand tu es dans un mouvement où c'est que les organisateurs qui ont le droit de parole, bah, tu as l'impression que tu es minoritaire à critiquer le mouvement. Et donc il faut forcément suivre la démarche. Oui, moi je rajouterais qu'un mouvement de résistance qui ne permet pas l'émancipation de tous et tous n'est pas un mouvement de résistance. Et attention, petite intrusion du stagiaire Floraison Lorenzo. De quoi tu as envie de nous parler ? Je vous écoute avec attention depuis tout à l'heure, merci beaucoup. D'une, rappeler que les énergies dites renouvelables, c'est une illusion du capitalisme pour se perpétuer un peu plus longtemps, tout en prenant en compte la critique écologiste et la crise écologiste qui monte, qui débouche sur une crise démocratique. Voilà, ne tombons pas dans ce piège. Ensuite, que massifier pour massifier, ça peut être une bêtise, parce que historiquement, les mouvements de résistance n'ont pas de meilleurs résultats quand ils ont des centaines de milliers d'activistes que des centaines. Je sais que c'est surprenant, mais c'est au niveau de l'efficacité que ça ne se jouait pas du nombre. Et qu'on peut imaginer, plutôt que de parler en termes de convergence des luttes, en termes de tir à la corde, que plutôt que de faire une espèce de grand groupe immense où il y aurait tout le monde, il y aurait toutes les soi-disant forces progressistes du pays, mais c'est d'imaginer que c'est plusieurs organisations qui globalement veulent lutter contre une dystopie fasciste et un monde mort, et peuvent allier leurs forces sur certaines campagnes, à certains moments, sur certains terrains de bataille, pour tirer dans la même direction. Et sur le pouvoir, sur la langue du pouvoir, et sur les mensonges et l'hypocrisie de certains dirigeants, en fait, ils sont dans une même mécanique de langue de bois, qui est la langue du pouvoir, la langue d'avoir des intérêts à défendre, et de ne pas montrer qu'on a des doutes, de ne pas montrer qu'on a des hésitations. Et donc, ils sont hypocrites, ils ont une communication de façade qui découle de leur position de pouvoir à l'intérieur de ces organisations. Si on est pour la complémentarité des tactiques, qu'est-ce qui pose vraiment problème dans les assos et les ONG du mouvement climat ? Et moi, ce qui me saoule, c'est à cause de cette concurrence entre les assos, notamment la concurrence médiatique, qui fait que pour avoir de la reconnaissance publique, il faut que dans une marche, il se passe rien d'autre qu'est-ce qui a été prévu. Si jamais il y a des casseurs, eh ben, les médias vont effectivement donner beaucoup plus de place dans les journaux à ça qu'à la marche climat. Et c'est ça qui crée une concurrence. Et je dis pas que c'est des bons, enfin qu'ils sont absolument gentils et veulent pas nous faire de mal et ils sont obligés d'empêcher que ça arrive. C'est pas ça que je dis. N'empêche que il y a une concurrence médiatique et la conséquence, c'est que pour que on parle des marches climat, il faut qu'il se passe rien d'autre. Et du coup, enfin, j'ai pas envie de démanteler le mouvement qui existe, mais il faut qu'on réagisse plus intelligemment que se laisser avoir par les médias qui donnent la parole à l'un plutôt qu'à l'autre. Et l'autre truc qui me fâche et que je trouve qu'ils font vraiment mal, c'est qu'ils acceptent pas de reconnaître ce qu'ils font pas. Ils acceptent pas de reconnaître leurs propres limites. Ce qu'il faudrait, c'est que ils disent, bon bah voilà, nous on est un mouvement non violent, familial, qui cherche à accueillir beaucoup de gens et à faire changer d'échelle les alternatives. Pourquoi pas ? Mais on va aussi faire la liste de tout ce qu'on fait pas. On n'empêche pas concrètement la destruction du vivant, on permet pas une diversité des tactiques. Non mais genre si t'es... On n'est pas très efficace. Ils peuvent pas le dire. Bah non. Bah pourquoi ? Si ils disent ça, c'est qu'ils sont déjà convaincus de ce qu'on... S'ils viendraient à dire on fait pas ça, faire l'inventaire de ce qu'ils font pas, bah c'est admettre que d'autres le font, donc c'est les laisser faire. Et c'est pas ce qu'ils font. Ils vont jusqu'à empêcher la vente de bouquins ou qui prônent autre chose. Enfin, tu vois, c'est des faits. Hein, ça, à Nancy, il y a quelques mois, ça s'est passé. Enfin, il y a vraiment ce dogme de la non-violence que tu décris très bien. Et il faut bien comprendre, les auditeurs, là, que nous, on prône pas la violence. Auditrice, pardon. Les gens qui nous écoutent. Il faut bien comprendre qu'on ne prône pas une solution ou plutôt qu'une autre, mais la pluralité de celle-ci. La même chose que prônent les gens qui sont dans ce mouvement climat, enfin tout du moins les directeurs ou cadres, je ne sais plus comment on les appelle, ils prônent la même, ils disent ça. Mais dans les faits, quand tu fais une file indienne pour empêcher la vente d'un bouquin, c'est les actes qui parlent. On parle d'un bouquin spécifique. Oui, que je ne pourrais pas citer, je ne sais plus précisément. Comment la non-violence protège l'État de Peter Gadelos. Exactement, c'est ce bouquin dont je parlais. Et effectivement, ça a eu lieu. Ils ont intégré vraiment ce truc-là et ils interdisent
certains interdisent d'autres modes d'action. C'est bien ça le gros problème. Et peut-être qu'à la fin, pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais il y a 2 secondes, je nuancerais le fait que, ouais, bon, c'est bien que les familles puissent aller faire leur marche avec Greenpeace, mais est-ce que justement, si on les laisse trop faire, ces marches avec Greenpeace, je sais pas trop quoi, est-ce que ça ne viendrait pas toxique, ne viendrait pas empêcher le reste, en fait, finalement? Si t'es en train de déformer vos propos, ça me va pas du tout. Non, mais genre évidemment qu'il y a des choses qui empêchent, c'est ce que je dis, qui empêchent concrètement l'émergence d'autres choses. C'est ça que je leur reproche. Mais je suis pas d'accord et j'ai l'impression qu'ils pensent ça. Moi, je cherche pas à les démanteler. Non. Mais j'exige, même pas j'exige en fait, je vais leur arracher que autre chose existe. Il faut qu'ils laissent de la place. Oui, c'est tout à fait ça, c'est laisser de la place à encore une fois, à la pluralité des actions et des stratégies. Mais moi, je te rejoins, Juliette, sur une mère avec enfant, elle est peut-être pas capable de faire de l'action violente, etc. Et qu'une marche pour le climat, c'est sa manière à elle de se mobiliser. Et après, voilà, pourquoi pas. La limite, c'est quoi? C'est ça, je suis d'accord avec ça. En soi, la grosse question que moi j'aimerais par contre qu'il soit présente pour le mouvement climat, c'est la solidarité envers toutes les autres luttes et la solidarité envers d'autres modes d'action. Ne pas justement voir leur unique mode d'action de marche et de décrochage de portrait comme le nec plus ultra de la lutte écologique. Et de pas parce que sinon pour moi ils collaborent avec le système, ils collaborent avec l'État et son système de pression. Combien de personnes je veux dire, on pourrait faire des manifestations comme les manifestations des Gilets jaunes par exemple, où il y a des familles dedans, où il y a une partie qui est quand même assez pacifiste, etc. Je veux dire, c'est possible, mais sauf que cette partie-là est solidaire du cortège de tête, c'est tout simplement. Et les marches altermondialistes, ça a été ça au début, les années 70, il y avait une solidarité avec le cortège de tête faisait ce qu'il avait à faire et protégeait les manifestants derrière, et voilà, c'est tout. Mais juste être conscient que chacun a ses limites et que, par contre, on est tous solidaires les uns des autres parce qu'on a un ennemi commun. Mais ce que tu décris là, ce sont des organisations qui n'ont pas de bureau dans des villes, qui n'ont pas de connivence avec le pouvoir. Quand tu as un mouvement climat, et c'est triste, mais c'est comme ça, c'est pas les gens, mais les gens qui dirigent ont des faveurs de municipalités pour organiser des fêtes ou je sais pas trop quoi sur des places. Quand tu as des gens qui vont faire un mandat électoral, puis qui reviennent après à la tête d'une ONG, puis qui repartent et ça s'appelle du pantouflage. Tout ça, qu'est-ce que tu dis ? La stratégie de ANV, de Alternatiba, des Amis de la Terre, du mouvement non violent, dogmatique en général, c'est de dire on veut faire une action dont l'objectif principal est que les médias en parlent. Voilà. Pour que cette pression médiatique fasse changer les représentants politiques ou alors sensibilise la population. En fait, toutes leurs actions ont cet objectif-là, que les médias en parlent. Et ce que tu disais, Juliette, c'était très intéressant. S'il y a quelqu'un qui fait une action en même temps qu'eux, ça réduit leur apparition dans les médias et donc ça réduit leur action. Et donc, c'est logique qu'ils soient contre la diversité des tactiques parce que s'il y a d'autres tactiques, s'il y a d'autres organisations, s'il n'y a pas que eux qui soient le plus massif possible, ils auront moins de place dans les médias et donc ils se sentiront moins puissants. Et je rajouterais que c'est hyper dur pour eux parce que comme les médias s'en foutent royalement de leur tactique à eux, ça les rend totalement intolérants parce que n'importe quoi est plus intéressant qu'une marche avec des putains de portraits. Ouais, c'est ça, c'est que leur stratégie se base sur faire parler d'eux dans les médias, mais ils sont très mauvais à ça. Comme tu dis, parce que tu pètes une vitrine et tu fais la une de tous les journaux alors que tu fais une marche qui demande des milliers d'euros, etc. et tout le monde s'en fout. On arrive à la fin. Pour terminer, on a une petite citation de Mandela. « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes YouTube, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Donc pour conclure, on peut dire que la multiplicité des stratégies est essentielle à la lutte et qu'on doit tous et toutes être solidaires les uns des autres. Et ça implique évidemment de reconnaître qu'une lutte qui s'attaque aux infrastructures est nécessaire et on doit être solidaire des personnes qui participent à cette stratégie-là. Notre mouvement de résistance doit se concentrer autour d'un ennemi. Notre ennemi, c'est le capitalisme, ultime avatar d'une civilisation patriarcale et raciste. Merci à tous et à toutes pour vos apports et vos réflexions très enrichissantes. Dans un prochain épisode de Full Spectrum Résistance, on abordera justement la question de la logistique. Merci à tous les gens qui nous offrent
la possibilité d'être totalement libre, donc en nous permettant de survivre grâce à Tipeee. Et aussi à toutes celles et ceux qui nous envoient des messages d'encouragement qui sont très importants aussi. Encore une fois, merci Jemil, Julien et Juliette d'avoir bien voulu participer à cette discussion. Partagez ce podcast s'il vous a plu. Ni Dieu, ni maître, ni mari, vive la liberté et vive l'anarchie. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.